Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass de la part de Spag Training, où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Coralie, CEO de Spag, et Romain, CEO de Spag également. L'idée va être aujourd'hui d'aborder l'organisation marketing concernant l'efficacité également. Donc comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de ralentissement économique, d'inflation, d'instabilité politique et géopolitique, et donc également dans un contexte où les investissements de la part des entreprises sont plus modérés et les achats des consommateurs également. C'est pourquoi les équipes sont parfois les premières touchées en termes de restrictions budgétaires ou également de restructuration d'équipes. Donc les sujets que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, ça va être comment continuer à être une équipe marketing efficace et performante donc dans le cadre de votre organisation, mais également comment cette dernière peut continuer d'être performante aujourd'hui. Et c'est ce dont on va discuter, donc comme je l'ai dit, avec Coralie et Romain, qui vont nous apporter plus de réponses sur ces problématiques qu'on est tous en train de rencontrer à l'heure actuelle. Et moi, je vous propose qu'on aborde aujourd'hui ces sujets qui reviennent le plus dans nos conversations avec nos clients et nos prospects, à savoir, si on les classe en quelques thèmes, le premier sujet qui revient souvent, c'est un sujet autour des objectifs et des KPI, le point de départ pour pouvoir mettre ses ressources en ordre, atteindre ses objectifs, comment les fixer, comment les mesurer et pourquoi. Ou en tout cas, quand ces questions ne sont pas posées, on se rend compte qu'il faut vraiment se les poser rapidement. Le deuxième sujet qui revient souvent quand on veut faire de la performance en marketing et être une organisation efficace, il y a le sujet de l'interne versus l'externe. Est-ce qu'il vaut mieux travailler qu'avec une équipe interne, avec des agences, avec du conseil, avec des freelances? Qu'est-ce qu'on doit activer quand? Quels sont les plus et les moins de chaque solution? Donc ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent, donc on va y revenir avec Romain. Tout le sujet autour de la productivité, parce que quand on veut faire effectivement du marketing performant et être efficace, il faut aussi que l'équipe elle-même soit productive et efficace. Donc, quels sont les impacts des process, de la documentation et bien sûr de l'IA. Alors, tout le monde en parle, mais qui sait vraiment comment maximiser son utilisation en réalité, c'est un des sujets et on verra différents cas d'usage. Et dernier sujet, la formation et principalement la formation des équipes en marketing digital. Est-ce qu'elle est encore efficace? Comment s'assurer qu'elle sert vraiment? Comment la mettre au service de vos équipes et de la performance? Voilà, on a classé ces quatre thèmes qui reviennent vraiment constamment avec nos clients. Donc, je pense que derrière, on va orienter la conversation dans ce sens. Tout à fait. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce soit clairement un échange entre tous les trois et j'aurai le rôle d'animateur, si je puis dire. Donc, nous, c'est des problématiques qu'on rencontre, comme le disait Coralie, au quotidien. Donc, on est un cabinet de conseil en marketing digital. Et la première question qui me vient en tête assez facilement, c'est les objectifs pour donner une direction claire. Donc, on a souvent entendu parler de la fameuse North Star métrique. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir des indicateurs de performance communs pour les équipes, ça semble être une évidence, mais est-ce que c'est si facile? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est des problématiques qu'on a pu rencontrer justement dans le cadre de notre activité? C'est vrai qu'on remarque souvent chez nos clients, alors que ce soit d'ailleurs en B2B ou en B2C, hein, que le travail initial de s'aligner sur des KPI communs à toutes les étapes du funnel et des objectifs qui soient intimement liés aux objectifs business globaux de l'entreprise, c'est pas toujours fait. Et quand c'est fait, malheureusement, c'est souvent pas encore assez central dans l'analyse de la performance. Alors, de la performance des actions de l'équipe, tout simplement, mais aussi dans la performance, par exemple, média ou marketing, et donc dans la communication interne. On se rend compte parfois euh, qu'il y a des objectifs et des KPI qui sont différents entre les équipes marketing et les équipes sales. Or, en growth marketing, et pour avoir une efficacité globale, il faut vraiment qu'il y ait des KPI communs aux deux, et c'est possible d'avoir des KPI communs, même si on a dans l'équipe une personne qui travaille sur les réseaux sociaux organiques, une personne qui travaille sur le tail, une autre sur le CRM et des équipes commerciales qui vont être plutôt en bas du funnel. Donc c'est vrai que c'est vraiment super vital de prendre du recul par rapport à l'objectif global et au funnel. Et on intervient, nous, beaucoup sur des missions justement de réalignement des KPI par rapport aux objectifs, par quarter, par année, par département. Je sais pas, Romain, si Ouais, tu... je dirais même pour enrichir dans ce sens-là, ce qu'on observe parfois, c'est que les KPI sont définis, mais ne sont pas toujours les plus justes par rapport à l'objectif business. C'est important de aussi régulièrement se challenger et par rapport à l'état du business et ce qu'on veut viser au global, de les réaligner. Par exemple, il y a des cas souvent en B2B, on a vu certaines entreprises qui s'alignent sur des KPIs de volumétrie, donc de trafic, de nombre d'impressions, de diffusion,
alors qu'ils ont parfois une cible qui est beaucoup plus niche. C'est souvent, on se dirige vers ces KPIs par réflexe ou par habitude. Mais sur un business où la qualité et vraiment la précision doit vraiment être mise en avant, c'est important de redéfinir ces KPIs. Pareil aussi en B2C, il y a très souvent, on voit un focus sur l'acquisition. On se dit, tiens, le business ralentit ou je n'ai pas fait mon chiffre, c'est l'acquisition d'abord, je veux augmenter mes budgets, je veux faire plus d'acquisition, alors qu'il y a peut-être un réel problème et aussi un vrai potentiel de croissance sur la rétention, sur la fidélisation et pour faire plus d'upsell auprès de mes clients actuels. Donc, si les KPIs ne sont pas remis et redéfinis auprès de l'équipe, les actions qui vont en découler et donc l'efficacité ne sera pas au rendez-vous. Et je pense que le dernier point sur ce que tu dis, Romain, c'est le sujet de la priorisation de ces KPI. C'est OK d'avoir des KPI secondaires, comme ce que tu viens de décrire, de la volumétrie, des KPI très marketing, mais pour autant, il faut absolument que l'équipe marketing soit alignée et claire sur des KPI globaux prioritaires, qui soient des KPI de business. Et ça, il suffit d'en avoir un par étape de funnel, mais tout le monde, toutes les actions doivent concorder pour ce KPI prioritaire. Donc, la priorisation des KPI est aussi super importante. Est-ce que vous diriez que les KPI doivent être remis en question de manière assez régulière, d'être challengés à nouveau, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on définit une bonne fois pour toutes? Est-ce que ça vient à évoluer? Comment vous les projetez, vous, ces KPIs? Par rapport à ce que disait Coralie, je pense que les KPI principaux, eux, ils sont plus liés au business, donc justement, eux n'évoluent pas tous les 4 matins, ils sont vraiment un objectif à atteindre et doivent en découler des KPI secondaires très clairs pour les équipes qui, eux, peuvent aussi varier en fonction justement d'un moment de saisonnalité ou de certaines choses qu'ils ont vues pour garder une certaine agilité. L'idée, c'est pas être justement ancré et foncer tête baissée vers un objectif sans sortir la tête de l'eau. Et c'est là où la hiérarchisation des KPIs est vraiment utile pour être plus agile. On nous demande par exemple souvent s'il faut fixer les objectifs en fonction du budget ou inversement. Et pour répondre à cette question, idéalement, quand même, quand on fait du growth marketing, les KPI doivent partir de la direction, de la vision de l'entreprise, comme dit Romain, notamment les KPI prioritaires, pour ensuite aligner les objectifs sales et marketing. Et donc, c'est important d'avoir cette vision top-line business, d'objectifs de chiffre d'affaires, une vision de la marge, pour pouvoir ensuite allouer le budget. Et par budget, on entend les ressources internes, donc les personnes, et les ressources externes, et les ressources marketing, c'est-à-dire des budgets médias, des budgets d'activation, etc. Donc, en fait, la stratégie pour atteindre les objectifs, elle est plutôt selon le budget disponible. C'est une bonne manière de se challenger, de privilégier les actions à impact. Après, on peut aussi, dans la philosophie, repartir du budget média, et ça arrive, mais dans tous les cas, il faut la rattacher à la vision globale du business. Tout à fait. Et pour conclure sur cette partie, c'est vrai que là où souvent, quand il y a des ralentissements économiques ou justement un peu de tension sur le business, on a envie de se jeter corps et âme dans des décisions et des actions très rapides, c'est paradoxalement aussi le meilleur moment de prendre du recul sur l'état des lieux de son funnel, où est-ce que je dois mettre mes priorités et quel KPI je suis sur la période à venir pour justement prendre les bonnes décisions d'organisation et d'efficacité, puisque c'est de ça dont on se parle aujourd'hui. C'est vraiment clé et central comme point de départ. Il faut avoir un point de départ clair. Et on est assez souvent interrogé sur ce genre de moment, avoir un instant T, une vue claire sur de l'état des lieux de mon funnel pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière et en termes de ressources et d'organisation et d'investissement. Donc finalement, si on doit faire le pont entre ces KPIs et ce budget, c'est une situation qu'on rencontre assez régulièrement où les clients nous disent bon bah j'ai une enveloppe de temps de budget ou je sais pas du tout combien j'ai de budget ou je dois atteindre tel objectif. Il y a quand même un point de départ et c'est une démarche presque scientifique, j'ai envie de dire, de mettre en face un budget avec des objectifs. Ouais, et puis après, du coup, de là doit découler un plan d'action, comme le disait Romain, mais aussi un plan d'allocation des ressources. Et je pense que ça fait partie du deuxième sujet qui nous demande beaucoup, duquel on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on fait en externe? Je pense que c'est un peu ça la suite logique de l'exercice des KPI et de l'alignement. Tout à fait, une fois qu'on est au clair là-dessus, donc objectifs, KPIs, priorisation, donc quelle organisation doit en découler? Est-ce qu'il va falloir internaliser? Est-ce qu'il va falloir externaliser? Quelles vont être vos recommandations là-dessus? Toujours dans le but évidemment de maximiser cette efficacité.
Ouais, c'est une très bonne question parce que évidemment, les entreprises, elles ont un intérêt à long terme d'internaliser une partie des compétences, surtout les plus stratégiques au niveau marketing et digital, parce que le cœur du réacteur qui convient parfaitement à l'entreprise et à ses problématiques, que ce soit pour générer des leads, pour faire de l'acquisition, pour faire la rétention des clients. Il y a beaucoup d'intérêt à internaliser les compétences clés. Un exemple, par exemple, en B2B, sur un poste qui doit être, on peut avoir internalisé un poste qui est assez proche des problématiques business et qui est très lié à la création de contenu, à la gestion d'événements, RP, à la création des offres, surtout si on est sur un domaine B2B très spécifique, avoir cette ressource en interne qui connaît le métier, qui connaît la manière de fonctionner et saura mettre les bons arguments dans le contenu, c'est une source qui est clé à internaliser puisque ça va derrière décupler l'efficacité de toutes les autres actions en social media, en SEA, en CRM, si la base de contenu et d'expertise est bien compris par l'équipe marketing. Donc ça, c'est un exemple d'internalisation qui est important. Mais tout cela vaut seulement une fois qu'on a certaines certitudes. C'est-à-dire que là, cet exemple-là, on sait que la direction à prendre était vraiment autour du contenu. Ce qui n'est pas toujours évident à faire dès le premier jour. Il y a souvent en marketing des phases de test, des phases où on doit tester différentes hypothèses, tester des différents canaux et se construire petit à petit des certitudes sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne moins bien. Et ensuite, dans ce cas-là, internaliser les ressources qui sont les plus pertinentes et non pas courir vers certains partis pris, se dire, tiens, comme je vais faire beaucoup de tests paid au démarrage, je vais internaliser une compétence d'un chef de projet paid, spécialiste, parce que ça a moins de sens si jamais la réponse, finalement, n'était pas dans le paid pour leur faire réussir le business. Donc, c'est à ce moment-là où variabiliser, et c'est le mot-clé, je pense, quand on se demande interne ou externe, c'est le côté de variabiliser, qui peut être une très bonne solution au final, qui est sûre, et plus sûr parce que voilà, on ne prend pas des investissements long terme immédiatement. Dans toutes ces phases de test ou justement des périodes un petit peu incertaines, où on a besoin d'un moment d'une expertise ponctuelle pour se développer, pour lancer un sujet et une fois consolidé, internaliser progressivement les choses. Donc il y a vraiment une démarche dans le temps qui est à voir et une vision toujours par rapport à ses objectifs. J'ajouterais juste là-dessus le sujet aussi du recrutement. Aujourd'hui, recruter des postes en growth marketing, que ce soit spécifiquement sur une spécialité métier, un levier, etc. Ça prend du temps, un bon recrutement entre le choix du profil, la contractualisation, la période de préavis et le démarrage. Il faut au moins compter 6 mois. Les 3 mois de préavis en France pour des postes de cadre, par exemple. Et ça voudrait dire 3 mois de recherche, ce qui n'est pas non plus énorme pour trouver la perle rare. Donc, il faut à minima compter 6 mois quand on a envie d'internaliser. Et le business, pendant un semestre, ne peut pas s'arrêter de fonctionner pendant un choix d'un recrutement. Donc, même quand on est sûr d'internaliser, c'est aussi important de continuer à avancer, de continuer à construire des choses pendant cette période. Et donc, variabiliser aussi des ressources pendant cette période permet de faire le pont et le tampon avec notamment aussi des passations quand la personne arrive. Voilà, je voulais juste ajouter ça Ouais, parce que tout à c'est fait. Et en complément, on parlait de pour recruter la perle rare. C'est vrai qu'il y a souvent l'impression qu'il y a une discipline marketing globale et que recruter une personne qui est growth marketing va faire la différence sur l'ensemble des leviers. Malheureusement, quelqu'un qui est compétent, qui va à la fois prendre le recul, opérer sur toutes les variantes de possibilités, c'est assez rare. Et donc, c'est l'avantage aussi d'externaliser une partie quand il y a des phases justement de on se questionne pour justement faire appel aux meilleures expertises et ensuite internaliser vraiment celles dont on a besoin, ou toutes à long terme, bien sûr. Mais voilà, on invite à se méfier parfois du profil unique sauveur et par le rare qui saurait traiter tout à un niveau stratégique opérationnel sur tous les leviers, toutes les problématiques d'une entreprise. Ce qui appelle la plupart du temps, de toute façon, des profils différents. Et donc, mettant que même si on a une perle rare, on va quand même avoir des besoins sur d'autres sujets. Une personne qui fait de l'outbound ne fera pas forcément de l'inbound. Et donc, on doit externaliser, partons de ce point de départ. Qu'est-ce qu'on fait? Agence, freelance, cabinet de conseil, CMO part-time? Pour vous, quel va être le meilleur choix à ce sujet-là? Alors moi, je vais peut-être faire une réponse de Normand parce que je vais dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est un peu comme l'IA. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir pourquoi on le fait et être conscient que tout vient avec des avantages et des inconvénients. Et avant de passer, on a quelques idées reçues de ce qu'on entend souvent.
faut d'abord être aussi réaliste, je pense, par rapport à ses ambitions et se donner les moyens. C'est-à-dire que si on veut faire x3 sur son chiffre d'affaires en 4 mois, faut être réaliste sur le fait que ça ne sera pas un profil d'alternant qui va être capable de démultiplier toutes les actions qui ont déjà été faites, ou une seule personne, ou un budget minimum. Enfin voilà, il faut en tout cas, de la même manière qu'on priorise ces KPI, être assez clair sur les choix d'externalisation. Parce que les freelances, les agences, les cabinets de conseil comme nous, les CMO part-time, ce ne sont pas des magiciens, comme les équipes en interne d'ailleurs. Donc, il faut bien avoir ça en tête, mais que c'est un écosystème qui doit être efficace, bien aligné, drivé dans la même direction, qui va faire qu'on va atteindre ces objectifs. Pour donner quelques exemples de choses qu'on entend souvent, on entend souvent je vais prendre un freelance, c'est facile, c'est pas cher, ça sait tout faire. En plus, c'est un expert dans son secteur. Alors oui, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Certes, il y a des freelances qui sont très experts, souvent très spécialisés, parce que pour être très expert, il faut à la fois de l'expertise métier, donc avoir exercé longtemps dans une spécialité ou avoir beaucoup de track record, et ça c'est top, on valorise carrément ces profils. Mais les très bons freelances, donc qui ont, faut le savoir, au moins 5 à 6 ans d'expertise en entreprise sur ces leviers-là, ça a un prix, en fait, déjà. Et ça ne peut pas tout faire quand même. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur ce qu'on veut faire avec un freelance. Est-ce que c'est du conseil lié à cette expertise métier ou est-ce que c'est de l'opérationnel? Et parfois, pour être très bon freelance en opérationnel, il faut aussi avoir beaucoup d'expertise. C'est le cas pour le SEA, c'est le cas pour le social media. Comme pour tout, il faut payer pour avoir de la qualité. Et surtout, aujourd'hui, il faut quand même vérifier le niveau qui est souvent autoproclamé d'expertise. Une année d'alternance, c'est pas la même chose que 5 ans d'expérience en entreprise dans le même secteur que vous. Et voilà, avoir travaillé sur 2 ou 3 petites expériences avant ne fait pas de quelqu'un un expert. Je tiens à alerter là-dessus, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de personnes tentent du freelance et tout le monde est au même niveau d'expertise. C'est pas possible. Et il faut se rendre compte aussi que quand on externalise majoritairement à des freelances, donc des freelances qui vont être ultra spécialisés dans un secteur ou sur un levier, ça va démultiplier les points de contact pour votre équipe. Et donc de la coordination, et donc demander une organisation au cordeau. On en revient à qu'est-ce que ça veut dire d'être très bien organisé dans une équipe marketing. Ça veut dire il faut arriver à créer des synergies entre les actions de tous vos freelances, donc multi-leviers. Il faut bien aligner tout le monde sur les mêmes KPI, donc il faut être très clair sur les KPI prioritaires vers lesquels tout le monde doit tendre, tout en leur donnant des KPI secondaires. Donc en fait, ça revient à gérer une équipe comme de l'interne. Donc ça, je dirais que c'est presque le désavantage des freelances, c'est de faire, ou en tout cas dans les choses à garder en tête, c'est de faire attention au niveau, aller au niveau d'expertise. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé dans des secteurs où ont des rêves qui sont importantes pour vous? Et toutes ces choses qui sont autoproclamées, vous avez aussi le droit de demander des rêves de la même manière que pour un recrutement ou qu'on nous demande nous en cabinet de conseil ou en agence, les freelances doivent avoir des rêves et doivent vous donner des contacts de clients sur leur manière de travailler. Et puis après, il y a l'organisation du travail d'un freelance, la fiabilité, comment vous cadrez tout ça, comment vous dirigez, drivez. Ça, c'est sur la partie un peu freelance. Ouais, on a tout à d'autres fait. questions. Et c'est vrai que ensuite, la même logique par rapport à ce que tu dis s'applique sur quand on veut choisir en fait une agence ou un cabinet de marketing, puisqu'il faut être au clair aussi sur le besoin quelque part. Est-ce que j'ai besoin d'uniquement opérer ou est-ce que j'ai justement besoin de prendre du recul d'une manière multilevier pour développer mon business en fonction des ressources que vous avez en interne, en fonction des budgets aussi que vous avez. Alors, il y a différentes choses aussi. Il y a certains préjugés ou certaines choses qui sont vues quand on choisit une agence. Beaucoup d'agences se sont construites sur le modèle, sur des canaux payants. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette perception qui est parfois vraie, de se dire si je passe par une agence, ils vont m'inciter à dépenser du budget média, avec parfois des modèles de rétro-commission, donc commission média. Plus on dépense de budget, plus l'agence se rémunère. Donc, c'est des choses qui existent, mais qui sont de moins en moins courantes. En tout cas, sont bien à avoir en tête au moment de choisir, puisque c'est la même logique avec un freelance aussi. Tout l'enjeu est de pouvoir prendre du recul et de pas être uniquement mono-levier ou uniquement acquisition et d'essayer de pouvoir prendre du plus. Mais tout ça dépend de là si vous êtes au clair ou non. Si vous n'êtes pas encore parfaitement au clair sur les enjeux, sur comment arriver à vos objectifs, vous avez besoin de prendre du recul et d'opérer également des choses. C'est là où le modèle cabinet, conseil et opérationnel peut aider. Oui,
Oui, puis nous, on entend aussi souvent parfois un cabinet de conseil opérationnel, c'est pas pour nous, on est trop petit, on n'est pas assez mature, on veut du concret. Là, c'est pareil, la réponse, elle vient souvent des moyens mis en place et des résultats qu'on veut atteindre. Aujourd'hui, ça se sait aussi, il suffit plus de lancer une campagne méta, une campagne performance pour performer et cartonner, hein, ça se saurait. C'est comme pour les freelances, ils sont pas magiciens non plus. Donc, on est obligé de revenir pour faire de la performance aux basiques du growth marketing, c'est-à-dire des ambitions business connues et atteignables, des moyens mis en face. Par moyens, encore une fois, je n'entends pas que du budget, hein, j'entends des équipes, de l'organisation, des process, une certaine vélocité et des fondamentaux marketing qui sont extrêmement bien maîtrisés avec une équipe qui est efficace et créative. Donc en fait, souvent pour arriver à ça, c'est important de prendre du recul, de tout réaligner avec les équipes, comme la nôtre par exemple, qui sont plus seniors par rapport à la moyenne du marché, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire senior? Ça veut dire quand même entre 8 et 10 ans d'expérience dans le milieu du growth marketing et du digital, donc qui ont vu passer beaucoup d'entreprises différentes, de différents secteurs, de différentes maturités, avec des investissements différents, et qui vont réussir à repenser le parcours client. Est-ce qu'on est bien au clair que du début à la fin du funnel, il n'y a pas de trou dans la raquette? Est-ce que ce qu'on raconte à nos clients est différenciant par rapport aux concurrents et clivant, enfin clivant dans la manière à un insight et apporte de la valeur, parce qu'aujourd'hui tout est extrêmement concurrentiel. Est-ce que les bénéfices de notre produit ou de nos services sont remis à notre cible? Voilà. Et ensuite, comment on opère une stratégie full funnel efficace? Et dans l'opération, il y a aussi le côté de l'exécution. C'est souvent négligé, mais très bien exécuté en marketing digital fait partie des choses qu'il faut qu'on réussisse sa stratégie. On se dit souvent que voilà, on va prendre quelqu'un avec peu d'expérience et de l'opérationnel. Non, la technique est importante, mais l'organisation et la vélocité aussi, le côté très minutieux. Donc, bien s'entourer sur la partie opérationnelle, ça change tout aussi. Et l'intérêt aussi de passer par justement des cabinets de conseil opérationnels ou des agences, c'est que vous avez un interlocuteur unique en interne qui, lui, va gérer ensuite, donc son métier est la gestion de projet growth, et c'est une vraie capacité à part entière de bien tout orchestrer pour que tous les tests, les sprints soient lancés, etc. Donc voilà, ça c'est un peu en conclusion, les trois questions qu'on a, plutôt freelance, plutôt agence, plutôt cabinet de conseil. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, encore une fois, mais il faut que ça soit très adapté. Ça peut se mixer, ces trois personnes, enfin ces trois entités peuvent travailler ensemble selon les sujets. Mais en tout cas, il faut savoir pourquoi vous les prenez, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter, ce que vous attendez d'eux. Et puis, ne pas négliger les niveaux d'expertise, de seniorité, à la fois dans la stratégie et l'exécution. Ouais. Ok, super, très exhaustif, pardon, merci beaucoup Coralie. Bon, imaginons qu'on ait fait notre choix maintenant entre plusieurs freelances ou un type d'organisation. Évidemment, ça va demander en contrepartie quand même une organisation interne. Donc, quand on parle d'organisation et d'efficacité, les enjeux vont pas être les mêmes selon le fait qu'on soit une petite équipe marketing ou un groupe avec de nombreux enjeux. Donc, par exemple, à l'international, départements, différentes BU. Quels vont être les principaux problèmes qui vont être rencontrés par ces équipes qui grandissent justement? Oui, je peux répondre en partie là-dessus. Quand on dit des équipes qui grandissent, que ce soit les équipes marketing et sales, alors souvent les sujets, le process se démultiplient, se complexifient et ça peut souvent mener à une sous-efficacité ou une perte d'innovation sur tous les nouveaux sujets qui arrivent, puisque voilà, on accumule des choses et des freins dans l'organisation. Alors, chaque organisation est propre, il n'y a pas une recette secrète pour trouver l'organisation la plus efficace, surtout sur des secteurs différents, selon l'historique qu'on a et les objectifs qu'on a à nouveau. Mais il y a quelques principes qu'on a pu observer pour conserver une bonne efficacité. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est l'alignement sur les objectifs, puisque ça donne un cap pour structurer, organiser les ressources et travailler correctement. L'autre point clé, c'est celui du niveau d'autonomie. En fait, le sujet qu'on observe très souvent, là où il y a des nœuds, c'est la question entre la centralisation de l'équipe marketing qui peut gérer tous les sujets, mis à côté plutôt sur des problématiques de multi-responsables, que ce soit par pays, par département, par secteur, par niveau d'expertise, etc. Comment on peut trouver le bon équipe pour son business? Alors là-dessus, les principes qui doivent guider la réflexion quand on pense à cette organisation entre centrale, locale, département. Le premier, c'est celui de la vélocité. Plus la croissance est rapide,
plus il convient au départ, avoir des choses qui sont centralisées, puisqu'on se repose sur une expertise centrale, et d'avoir dès le début aussi une démarche de mise en autonomie progressive sur les sujets, puisque voilà, l'équipe centrale est là pour conseiller, pour veiller à la cohérence des sujets, mettre des alertes par rapport aux premières choses qui ont été testées et mises en application et qui ont permis justement cette croissance d'arriver, mais laisser un certain niveau d'autonomie aussi, par exemple à une équipe product marketing si c'est sur un produit ou un service spécifique qui doit se développer et qui doit accélérer, et donc progressivement laisser la main à ces autres départements ou ces autres équipes, avec toujours un support. L'équipe marketing centrale vient un peu plus support, pour vraiment garder cette vitesse de croissance et être vraiment plus efficace. Le deuxième point on a commencé à en parler, c'est celui de cette notion de progressivité. Parce que voilà, c'est pas de passer de tout au tout et laisser 100% d'autonomie derrière à des équipes dispatchées, puisque on peut justement perdre l'historique, perdre en efficacité à ce moment-là, mais d'avoir un balancier progressif entre le central et l'équipe spécifique, qui va permettre de les accompagner dans l'accélération, le temps de se structurer aussi. Et si par exemple sur un produit ou sur un pays ou sur un département, on se rend compte que c'est beaucoup plus le paid market, les canaux paid qui vont fonctionner très bien, et bien il y a de quoi investir à ce moment-là pour structurer cette équipe et être de plus en plus indépendant. L'avantage aussi de l'autonomie, c'est que on cale des objectifs business aussi, et donc chaque département, pays ou autre, vient se motiver et tout donner pour atteindre cet objectif. Troisième principe ensuite, c'est que plus les enjeux sont multilocaux, plus la notion d'adaptation, enfin multilocaux ou spécifiques, plus l'adaptation est clé. En fait, il y a bien sûr des sujets qui conviennent très bien d'être centralisés, comme la cohérence de la marque, comme certains sujets de long terme sur du Google Ads pour capter la demande existante de manière globale. En revanche, la vraie performance, elle intervient quand on a un raisonnement qui est local, quand on parle de différents pays, puisqu'on s'adapte vraiment au comportement de consommation, la stratégie, la création, les canaux utilisés, même en CRM, les arguments qu'on utilise en conversion. Tout est spécifique par pays, mais aussi par secteur et industrie. Si vous avez différentes cibles, vous avez une cible très industrielle, vous avez une autre cible qui est plutôt servicielle. Vous n'avez pas utilisé le même discours, et c'est là où d'avoir plusieurs spécificités, y compris dans la création de contenu, va faire la différence plutôt qu'une centralisation. Donc il y a un équilibre à trouver là-dessus, un bon mix hybride où l'équipe centrale devient très souvent, dans les organisations qui se complexifient, un support, parce que comme une agence interne qui fait aussi appel à des expertises externes, offre cette hauteur de vue, suivre ses objectifs globaux, et à côté des autres entités qui ont le bon niveau d'indépendance pour être motivées, pour se structurer et pour être parfaitement adaptées, et qui ont une proximité avec le produit, avec les clients, avec les sales, et donc permet d'obtenir ce niveau d'efficacité. Donc voilà, en conclusion, les mots-clés à retenir, c'est toujours cette centralisation versus décentralisation qui est au cœur de l'efficacité. L'autonomie et la responsabilisation, voilà, sont des mots importants pour bien réussir son organisation. Ok, très clair. Merci Romain. Donc, on se parle d'organisation et d'efficacité, de productivité également, des notions qu'on a commencé à aborder. Pour vous, qu'est-ce qu'une équipe marketing efficace? Quelle place il va y avoir pour les outils? Et bien sûr, l'IA, dont on parle de plus en plus en termes de productivité dans l'organisation de ces mêmes équipes. En rapide introduction sur ce sujet, c'est intéressant parce que dans les parties, dans les idées préconçues et reçues qu'on entend, il y a aussi souvent le fait que pour être très bon en growth marketing, c'est de l'outil qui est principalement qui est important, que si on maîtrise les 12 outils, c'est facile, mais c'est pareil, les outils ne sont pas magiciens, il y a pléthore d'outils sur le marché, et maîtriser les outils ne fera jamais d'une campagne une bonne campagne, d'un insight un bon insight, et penser voilà, à votre cible et à vos bénéfices. Donc, c'est très bien, c'est nécessaire, et je vais y revenir parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui sont importants pour la productivité, mais ça ne fait pas tout. Par exemple, trop souvent, on voit des équipes avec des objectifs ambitieux, des budgets qui peuvent permettre d'attaquer des sujets clés pour l'accélération,
mais qui en interne s'auto-freinent au niveau marketing parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, parce qu'ils ont un manque de bande passante, et puis parce qu'on pense toujours d'abord à l'équipe qui est en interne en se disant bah, ils sont staffés à fond, j'ai pas plus de bande passante, je pourrais pas, donc je ne fais pas. Donc on décale, on attend un recrutement, mais souvent on ne fait pas. Alors qu'il y a plein d'autres solutions pour y arriver. On a parlé un peu en amont de l'externalisation, qui est une option pour y arriver de manière variable. Mais il y a aussi, quand même, avec la tendance de fond, et qui a commencé d'ailleurs avant l'IA, c'est de considérer les outils, pas forcément pour faire ce qu'on veut faire, mais pour automatiser d'autres tâches qui vont nous dégager de la bande passante. Donc tout ce qui est autour de l'automatisation et des process, il faut le prendre selon nous, ça fait partie de ce qu'on inculque aussi à nos clients, comme des ressources à part entière, un actif pour vos équipes marketing. Ces outils vont vous aider à augmenter votre capacité, à traiter des sujets peut-être avec moins de valeur ajoutée et à concentrer vos efforts sur ce qui a le plus de potentiel pour aussi avoir plus d'agilité et de réactivité. Je vais donner un exemple, mais on en a plusieurs, je pense que Romain complétera. On a tout le sujet, d'ailleurs très cher à Romain, autour des processus et de la documentation, notamment pour les organisations complexes, quand il y a du multidépartement, de l'international, quand on a besoin de faire passer de la documentation à tous les pays en multilingue. Aujourd'hui, Oui. Là-dessus, si je peux dire un mot là-dessus, c'est que quand on a des workflows qui ne sont pas structurés, justement, quand tout se complexifie, ça ne permet pas une bonne priorisation, on arrive à des choses inefficaces, etc. Alors qu'il y a justement des outils très spécifiques qui vont aider à venir organiser et mieux structurer et d'éviter tous les débats en interne et tous les freins qui viennent polluer l'efficacité. Et c'est nécessaire de passer du temps pour tout préparer, tout structurer, puisque voilà, dans une organisation plus complexe, il va falloir traiter avec les équipes du site web pour les contenus qui sont en ligne, il va falloir traiter avec la création de contenu directement, qui soit SEO-friendly, les campagnes, les agences, les budgets médias. Donc voilà, tout ce petit monde qui doit se coordonner si le flow n'est pas bien pensé et bien outillé avec des outils type Monday ou KickCal, des outils de gestion de projet au final. On arrive à beaucoup plus d'efficacité et lever tous les nœuds et tous les freins en interne. Et je dirais que l'autre mot-clé, c'est de documenter. On pense souvent à la documentation comme un sujet, pour des sujets techniques, hein, c'est quand même initialement pour tout ce qui était développement, légal, sauf qu'en fait, une bonne documentation en interne, c'est une ressource interne additionnelle, ça fait gagner du temps, ça permet de trouver les bons documents, mieux comprendre les process, onboarder un salarié, bien sûr, mais rassembler, diffuser toutes les bonnes pratiques, avoir des playbooks quand on lance des tests, documenter les tests qu'on a fait en marketing aussi, c'est super important. Quand on ouvre un nouveau magasin, quand on lance un nouveau produit, quand on lance un nouveau marché, qu'est-ce qu'on a fait comme test en go-to-market. Donc, dans ces outils de gestion de projet que mentionnait Romain, c'est super important. Surtout que souvent maintenant, il y a des IA qui sont intégrées, qui permettent d'aller faire des recherches dans de la documentation interne, pas se perdre dans des flows continus. En marketing digital, principalement, comme c'est une matière très mouvante, où beaucoup de choses changent, c'est important de capitaliser sur ce qu'on a appris, sur des bonnes pratiques et de tout documenter en interne. Le PPT n'est plus forcément la manière de faire passer du contenu pour les équipes. La documentation, elle doit être vivante, accessible par sujet, en posant des questions. Il y a des IA qui permettent de rechercher dans sa propre documentation interne. Et donc, aujourd'hui, une équipe marketing qui est performante doit documenter ce qu'elle fait pour pouvoir retrouver et capitaliser sur ses apprentissages. C'est super clé. Et puis après, l'IA et les outils servent à d'autres sujets, mais processer, la gestion de projet et la documentation, ça en fait partie. C'est un travail aussi pour conclure, à faire progressivement, de le faire progressivement et régulièrement, puisque ça n'est pas on pourrait jeter la pierre dire que l'IA ne trouve pas les bonnes informations ou les bonnes choses utiles, mais si vous avez correctement structuré et créé au fur et à mesure une documentation, le travail est facilité pour l'IA qui arrive vraiment à ressortir les bonnes informations. Vous cherchez des choses qui ont été faites spécifiquement sur un canal et des bonnes pratiques, vous pouvez demander directement à votre IA qui va les ressortir sans que vous ayez à retrouver la présentation de la campagne X de 2021, etc., version 12. Donc, et puis un autre sujet sur lequel les outils peuvent être très importants aujourd'hui, et principalement avec l'IA et la productivité, c'est tout ce qui est autour du contenu, de la création de content factory, et notamment de la création de contenu niche, ciblé, adapté à votre cible, ça c'est clé. Je pense que Romain peut en parler, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose assez fréquent. Si on prend un exemple où votre contenu justement est vraiment clé,
Mais vous avez aussi besoin d'un dispositif média, Google Ads, par exemple, pour lui donner de la portée à ce contenu. On pourrait penser si on a une vision uniquement recrutement people, donc il faut une personne qui va être spécialiste pour créer le contenu et un traffic manager ou un spécialiste Google Ads qui va s'occuper de tout ça. Sauf que ça pose des questions aussi de cohérence derrière et d'efficacité. Alors qu'il pourrait y avoir des solutions hybrides en attaquant le problème, en disant on va structurer nos Google Ads d'une manière assez précise et efficace, et utiliser des automations et aussi de l'IA pour mettre tout ça en autopilote et qui va permettre de se concentrer sur du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, une seule et même personne pourrait avoir derrière cette partie d'optimiser régulièrement un Google Ads qui a d'abord été setupé correctement et qui est assez automatique pour vraiment se concentrer sur du contenu, ce qui va créer un cercle vertueux puisque ça va décupler l'efficacité si vous avez des arguments qui sont pertinents. Alors, quand on dit mettre en autopilote, c'est avec les bonnes alertes qui sont paramétrées, avoir des autorisations utiliser l'IA pour avoir des recommandations de mots-clés, avoir un travail de veille qui est pré-mâché par l'IA, après aussi une pré-rédaction de sujets intéressants à traiter pour votre création de contenu avec des idées de plans et de structure d'articles. Alors, vraiment, nous, on le sait, l'IA n'est pas prête pour tout faire à la place d'un bon marketeur. Clairement, il y a encore besoin de beaucoup de vérification, mais intégrée correctement dans le workflow et avec les bonnes étapes de vérification, elle peut vraiment libérer énormément de temps à vos équipes qui peuvent se concentrer sur ce qui a plus d'impact, plus de sens et qui permet d'être plus agile aussi. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est toutes les variétés de sujets qu'on a en marketing tel, en CRM, en SEO ou même en CRO pour améliorer la conversion. Il y a de plus en plus d'outils qui s'équipent pour vraiment aider de manière régulière en lame de fond à faire des optimisations qui soient techniques ou des recommandations de choses à faire, de personnalisation. Donc, ça apporte une plus-value qui, appliquée sur les sujets plutôt opérationnels ou après mâchage de travail, va non seulement aider, non pas remplacer le rôle du marketeur, mais lui faire prendre de la hauteur sur les sujets et sur le pilotage, ce qui n'est peut-être que un outil pour être plus efficace. Ok. Donc finalement, oui, ce qu'on se dit, l'IA est opérationnelle, mais il faut quand même surveiller ce qui se passe. Ça fait une transition parfaite. L'IA, c'est quelque chose d'assez récent, ce qui m'amène une question suivante, tout autour de la formation. Comment on fait pour continuer de se former en marketing digital? Comment bien se former, surtout, parce que des formations, il en existe pléthore, mais trouver la bonne, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et qu'est-ce que vous pensez également des formations qui existent à l'heure actuelle? C'est une bonne question, puisque à titre personnel, je trouve que la formation en ligne classique, telle qu'on l'a toujours connue, elle est presque morte aujourd'hui, ou n'a plus d'utilité. Surtout pour le growth marketing et dans des domaines du digital, puisque c'est à la fois une science molle et une matière très appliquée. Il faut du concret, il faut du pratique, confronter ce qu'on a envie de faire au réel et le tester en permanence. On l'a dit tout au long de cette masterclass aujourd'hui, il y a vraiment une notion d'adaptation très forte aux besoins de l'entreprise à un instant T et en rapport avec les stratégies. Donc, on ne peut pas apprendre juste de la théorie via des tutos YouTube ou une formation théorique uniquement, ou une formation sur un levier, et derrière se dire, je vais être en pleine capacité de faire quelque chose d'efficace pour mon entreprise. C'est pas en apprenant à structurer un prompt de ChatGPT qu'on saura derrière lui poser les bonnes problématiques et l'utiliser correctement à tous les niveaux. Ça en fait partie, mais il y a un trou dans la raquette si on n'est pas appliqué à des vraies problématiques et qu'on ne le met pas en pratique. Voilà. Ouais, moi, je suis hyper d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop protéiforme. Quand je parle de ça, je parle du marketing digital au global. C'est multi-levier, il y a toutes les étapes du tunnel, ça dépend du secteur, ça dépend de la maturité de l'entreprise, du budget, etc. Et donc, c'est trop protéiforme pour que les formations elles soient faites levier par levier ou juste théorique, puisque maîtriser très techniquement un levier n'aidera pas forcément à décupler le chiffre d'affaires par 10 ou les résultats. Il y a trop de facteurs qui entrent en jeu pour réussir à appliquer du growth marketing ou du marketing digital appris théoriquement. Comme je disais, hein, il y a la typologie, le stade de maturité, les ambitions, les moyens, l'organisation, les process et bien évidemment l'offre et les clients. Donc, il faut réussir à appliquer ça. Le growth doit intégrer tout ça pour fonctionner efficacement. Donc,
nous particulièrement, après 3 ans de R&D sur le sujet, hein, notamment avec notre équipe, avec Germinal, avec l'Antichambre qui était un outil de e-learning déjà très adapté et très personnalisé pour les apprenants. On a enfin compris que le e-learning demandait finalement beaucoup d'investissement, de temps. Derrière, il fallait retester, appliquer, poser des questions. Donc, en fait, on a trouvé que ce qui fonctionne en fait aujourd'hui sur ce sujet-là et la seule chose qui fonctionne finalement, ce qu'on fait nous pour nos clients, c'est du mentoring one-to-one. Hein. Il faut avoir quelqu'un avec qui faire du ping-pong sur ces sujets où on vient travailler de manière très concrète aux problématiques digitales du moment de l'entreprise. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir quelqu'un une fois par semaine, 1 heure. C'est un temps qui n'est pas très difficile à trouver, même pour des personnes extrêmement chargées et busy. Une fois par semaine, mais de manière très régulière, donc pendant à minima 1 mois. On pense que 2 mois, c'est mieux, donc entre 4 semaines et 8 semaines, donc 1 mois et 2 mois, d'avoir toutes les semaines quelqu'un avec qui repasser l'intégralité de ces sujets du marketing digital, que ce soit de la strat, de l'opérationnel, du technique, du funnel, pour justement réussir à prendre du recul, réussir à délivrer des reportings plus clairs, être aligné sur ses KPI. Ça peut être des sujets autour du CRM, puis la fois d'après sur des sujets des enjeux techniques, de la prise de recul sur les bénéfices, sur les créas. Ça permet aussi de structurer sa pensée et son workflow et son organisation. Et au final, l'organisation de campagne multi-levier dans le temps et de structurer. Et en fait, cet accompagnement mentoring one-to-one appliqué a 2 valeurs, à 2 enjeux. Le premier, c'est que ça apporte de la valeur pour la personne directement, puisqu'elle apprend en faisant. Hein. De toute façon, le learning by doing, c'est pas récent non plus. Hein. On sait que c'est ce qui fonctionne, même en termes de pédagogie. Et le deuxième, c'est que ça a un impact tout de suite sur l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, à la fois en formant son employé, permet d'avoir des résultats sur son chiffre d'affaires, son efficacité marketing tout de suite. Donc voilà, c'est concomitant, ça a un double effet positif. Et ça, accompagné d'un petit peu de e-learning, si on veut approfondir certaines notions, certaines techniques qui ne nécessitent pas forcément du ping-pong, nous, c'est ce qu'on fait. On met à disposition aussi des programmes de e-learning en plus pour aller approfondir des notions qui ont été évoquées pendant le mentoring avec les experts. Et ça, on pense que c'est vraiment l'avenir de la formation en marketing digital parce que c'est trop mouvant comme matière pour être tout seul derrière son ordinateur à regarder des millions de tutos. Voilà. Ça met en marche. Il faut essayer. Ouais, ça met en marche derrière en plus pour continuer dans la bonne direction, puisque cette phase d'apprentissage et de learning by doing accompagnée en mentoring. Donc voilà, non, bien sûr. Et puis comme vous le dites, hein, c'est quelque chose qui permet d'avoir des formations, des mentoring sur mesure même. Donc c'est complètement propice pour vos problématiques. La bonne nouvelle aussi dans ce qu'on propose, c'est qu'on est certifié Calliope, donc c'est aussi remboursable par les OPCO, donc ce qui va nettement réduire le coût de cette formation. Et puis en face, vraiment, les mentors sont les experts du sujet qu'on sélectionne et que vous allez sélectionner avec nous parce qu'on vous en propose 2 à chaque fois pour répondre au mieux à vos problématiques. Donc, si vous avez des questions évidemment sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. On se fera un grand plaisir de vous répondre. Après un peu plus de 40 minutes de masterclass, Coralie, Romain, merci beaucoup pour ce que vous avez pu nous présenter. Je ne sais pas si vous avez encore quelques éléments à ajouter ou si on a fait le tour de cette organisation et efficacité pour les entreprises. Je pense qu'on a abordé les sujets principaux. En résumé, il y a 4 points qui reviennent souvent quand on parle d'une organisation marketing efficace et comment faire de la performance. Hors levier pur, il y a les sujets d'objectifs, de KPI et d'alignement. C'est le premier point, le point de départ pour tout mettre en marge. Donc, ne négligez pas cette étape et demandez de l'aide si vous en avez besoin parce que c'est important d'être très aligné là-dessus et c'est ce qui va driver toutes vos équipes internes ou externes. Hein. D'ailleurs, c'est le fer de lance de vos campagnes growth. Et quand je dis KPI objectif, c'est aussi aligné avec business et sales, bien sûr. Il y a le sujet de l'internalisation versus de l'externalisation des agences, des freelances, du conseil, de l'équipe interne. Et voilà, ça, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et on vous a expliqué un petit peu nos parties prises sur le sujet et comment bien choisir vos partenaires. Le sujet de la productivité en interne et comment on utilise à la fois les outils et l'IA. Donc bien savoir pourquoi vous voulez utiliser ces outils, cette IA, à quoi ça va vous servir, ça va vous permettre de dégager du temps pour faire quoi, pour mieux faire quoi, où est la valeur ajoutée dans les tâches.
Et le dernier point, c'est comment on continue justement d'évoluer, de former vos équipes, de s'adapter à ce monde qui change, à ce marché ultra concurrentiel. Et donc là, le sujet de mentoring, de mentorer vos équipes, comme les dirigeants se font coacher, et ben c'est pareil, c'est important aussi d'avoir de la formation continue pour pouvoir évoluer, en plus de s'intéresser et de lire plein de choses sur le sujet, bien sûr. Je vous recommande ça aussi, ou de regarder des masterclass sur le sujet, mais ça nous paraît être les 4 points les plus importants, en tout cas qui reviennent le plus souvent chez les clients. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, Adrien.